Bonjour à toutes et tous et merci de nous avoir rejoints pour ce premier webinaire Access Security. 2021 sera-t-elle l'année avec un grand A de la cybersécurité en France? Quel est le niveau de la menace aujourd'hui? Pourquoi sommes-nous tous concernés? L'État et la région sont-ils acteurs ou spectateurs? Voici quelques questions auxquelles nous allons tâcher de répondre au cours de ces 59 minutes d'échange. C'est peu dire s'il y a urgence. Nous sommes au chevet d'un grand malade. Il souffre de multiples affections qui peuvent s'apparenter à la maladie d'Alzheimer, les ransomware, à une thrombose, les dénis de service, à une infection visant notre système immunitaire, les virus systèmes. Ce grand malade n'en est pas encore au stade du coma profond, même si certains de ses membres peuvent être temporairement paralysés, mais l'équilibre peut sembler précaire dans un environnement de plus en plus incertain. Lorsque je parle d'un grand malade, vous l'aurez compris, je parle bien sûr du corps digital, du monde informatique, de l'univers numérique. J'en veux pour preuve qu'on ne compte plus les grandes entreprises, les collectivités territoriales et les hôpitaux victimes de cyberattaques. M6, Fleury-Michon, Bouygues Construction, l'Université de Montpellier, les laboratoires Pierre Fabre, l'hôpital de Saint-Gaudens, le groupe Bourbon et Inextenso sont au nombre des dernières victimes. Aujourd'hui, les cyberattaques perturbent, voire neutralisent autant la gestion bureautique quotidienne que les chaînes de production industrielle. Mais rassurez-vous, tout n'est pas perdu. Vous n'êtes pas seul au monde. Pour en débattre, j'ai avec moi deux médecins spécialistes des maladies informatiques. Monsieur Moïse Moyal, de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, qui est délégué à la sécurité numérique pour les régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse. Et monsieur Alexandre Gazola, directeur de développement régional de Orange Cyberdéfense. Bonjour messieurs. Bonjour. Pouvons-nous faire le point sur l'état de la menace cyber aujourd'hui? Et je commence par vous, monsieur Moyal. Que constatez-vous à l'ANSSI? Bonjour, je vous remercie de m'avoir convié à cette manifestation. Je vais vous donner donc la vision de l'ANSSI en ce qui concerne la menace cyber. Mais préalablement, pourquoi est-ce qu'on parle de menace cyber? C'est tout simplement parce qu'on exploite des vulnérabilités des systèmes d'information qui sont liées à la transformation numérique. Et donc on a la conséquence, c'est donc la multiplication des attaques informatiques avec trois tendances. On a une première tendance qui concerne le développement croissant de la cybercriminalité, avec un chiffre, une multiplication par 4 de la cybercriminalité entre 2019 et 2020 en termes de rançongiciel. Ces attaques par rançongiciel donc, qui touchent l'ensemble des entreprises, des collectivités territoriales, du secteur hospitalier. Et on est passé donc de 54 attaques signalées à l'ANSSI en 2019 à 192 attaques en 2020. Deuxième tendance, on parle d'une professionnalisation accrue des attaquants, avec des groupes de plus en plus organisés qui font partie d'un écosystème de cybercriminels. Et cette professionnalisation facilite le développement de ces attaques. Enfin, en termes de cibles, on constate que nous avons de plus en plus d'hôpitaux qui sont attaqués, de collectivités territoriales. Juste pour donner encore quelques chiffres, on parle de 20% des attaques signalées à l'ANSSI pour les collectivités territoriales et 11% pour le secteur hospitalier, ce qui est énorme, ce qui représente 40 collectivités attaquées en France entre 2019 et 2020. Ça représente une vingtaine d'hôpitaux. Donc on parle d'attaque, on ne parle pas de tentative d'intrusion à ce niveau-là. Donc voilà en ce qui concerne les grandes tendances. Et là, vous avez parlé des collectivités territoriales et des hôpitaux, mais qu'en est-il du tissu économique, monsieur Moyal? Alors bien sûr, les attaques concernent l'ensemble du tissu économique, comme on peut l'imaginer. Alors si on parle des PME, alors les PME, on a peu de chiffres.
pour la raison suivante, les PME ne signalent pas toujours leurs attaques. Et malheureusement, lorsqu'il s'agit d'attaques par rançongiciel, paye également la rançon. Ce qui fait qu'on n'a pas de statistiques sur ces sujets, mais la tendance est très importante également en termes d'augmentation de cyberattaques. Il ne faut pas oublier également les très grandes entreprises, les opérateurs d'importance vitale, les entreprises stratégiques de l'État, qui elles aussi sont victimes de cyberattaques et ont malheureusement, dans certains cas, payé des rançons qui peuvent aller jusqu'à 1 à plusieurs millions d'euros. Donc voilà en ce qui concerne les grandes tendances de la menace cyber. Juste pour terminer, il ne faut pas oublier également, au-delà de la cybercriminalité dont on vient de parler, tout ce qui concerne l'espionnage. Aujourd'hui, vous avez des entreprises stratégiques, des entreprises qui sont visées donc par des intérêts étrangers, par exemple, qui vont faire l'objet d'espionnage. Alors, ce sont des menaces qui sont peu visibles, tout simplement parce que ce sont des attaques justement qui sont faites pour être discrètes, mais qui n'en sont pas moins extrêmement graves pour les intérêts de la nation. Oui, ça veut dire qu'en plus, on n'est pas forcément au courant que l'on est espionné. On n'est pas au courant qu'on est espionné. Ce sont des attaques qui peuvent s'inscrire dans la durée. Et on va s'apercevoir peut-être au bout de 6 mois, au bout d'1 an, que l'on a été espionné. D'accord. C'est un peu pour citer un exemple d'attaque, c'est un peu ce qui s'est passé aux États-Unis durant l'été dernier, lorsqu'on a détecté à la fin de l'été, enfin un peu avant les élections plutôt, les élections américaines, une attaque de grande ampleur qui s'appelle SolarWinds. Vous avez un certain nombre d'administrations américaines qui ont été attaquées avec ce type d'attaque espionnée et des informations donc, ont été récoltées par des puissances ou des groupes de cybercriminels contre les intérêts américains. D'accord. Et alors, je me retourne vers Alexandre Gazola. Vous, à Orange Cyberdéfense, je pense que vous rejoignez ce que l'ANSSI et ce que M. Moyal a dit, mais vous constatez quoi exactement au quotidien ? Bonjour et merci de votre invitation. Donc, je vais compléter le propos de Moïse. On a vécu une année 2020 en tension par rapport à la menace cyber, et elle évolue, elle s'accélère cette tension encore sur le premier trimestre. On est encore très fréquemment auprès de nos clients sur des scénarios d'attaque de type intrusion sur le système d'information par l'attaquant, et ensuite déploiement d'un fameux rançongiciel avec des impacts métiers qui sont toujours très forts. On a entendu parler dernièrement d'arrêt d'usine, donc vraiment d'arrêt de chaîne de production. Et puis d'autres impacts comme le vol de données. À ce moment-là, l'attaquant en profite pour dérober du coup des données de l'entreprise et les publier quelques semaines ou quelques mois après pour essayer de mettre la pression sur l'entreprise pour qu'il paye cette rançon. Donc un premier trimestre en forte tension pour quelques chiffres, notamment sur la région PACA. Orange Cyberdéfense a accompagné 7 clients en 2020 sur des grosses crises cyber. Vraiment sur des incidents qui ont complètement bloqué l'entreprise. 7 à peu près sur la région PACA Corse, sur toute l'année 2020. Sur ce premier trimestre 2021, on est déjà à 4 entreprises. Voilà, donc ça montre que, grosso modo, on est sur un rythme qui est plutôt x2 sur ce début d'année 2021. Un autre point qui est assez intéressant sur l'évolution de la menace cyber, c'est la médiatisation de ces attaques. Aujourd'hui, tout un chacun constate sur la presse télévisée ou sur la presse régionale, donc des presses non spécialisées, ces attaques cyber. Ça a quand même un point positif, c'est que nous, prestataires de services, acteurs de la cybersécurité auprès de nos clients, on a une meilleure écoute de la part des entreprises sur ces sujets-là. Un directeur général aujourd'hui comprend presque ce que c'est qu'une attaque par ransomware. On est capable du coup de discuter, d'échanger avec la direction générale sur ces sujets, et c'est un point qui est très intéressant. L'autre point, cette médiatisation, c'est que ça permet de mettre aussi un petit peu en avant notre activité, donc la filiale cybersécurité. On peut que s'en réjouir. C'était quand même un travail un petit peu de l'ombre pendant quelques années, et ça donne aussi un peu de sens du coup à notre métier. Et puis ça engage les entreprises à se préparer à une attaque cyber. Les entreprises voient maintenant que tout le monde est exposé à ce genre de menaces. Les entreprises s'y préparent, cherchent à renforcer leurs services de surveillance de leur système d'information, de détection d'incidents de cybersécurité. Et ensuite, le dernier point peut-être, c'est la communication.
la communication des crises, les entreprises, vous en parliez un petit peu Moïse tout à l'heure, de certaines PME qui ne communiquaient pas leurs incidents de cybersécurité. Aussi, il faut quand même constater qu'aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises décident, dès les premières heures de l'attaque, de communiquer de façon très transparente sur ces crises. Et c'est très très bien, on pousse vraiment à ça. On a du coup des entreprises qui, dans les premières heures, publient un communiqué officiel de ce qui est en train de leur arriver, des moyens qui sont déployés et qui sont mis en œuvre pour rétablir la situation. Ça, c'est un point qui est encore positif, je pense. Et si je fais la synthèse de vos 2 premières interventions, c'est bien tout l'équilibre à trouver entre, d'une part, la communication qui est de plus en plus faite par les grandes entreprises qui préfèrent communiquer tout de suite, et les PME qui sont encore réticentes à le faire, à transmettre l'information. On voit bien que le travail, c'était pas vrai il y a encore 5-6 ans, hein, où il fallait se taire et ne pas le dire, alors qu'aujourd'hui, au contraire, il faut le dire. Et puis en plus, le RGPD aide à ce que tout le monde soit transparent là-dessus, on est bien d'accord. On voit bien que le travail d'acculturation est long. Moi, j'ai souvenir, et c'est pas très, très, très vieux, hein, que le premier jour du retour à l'enseignement à distance, hein, quand nos enfants sont revenus à la maison, c'était le 5 avril dernier, parents et élèves ont pu constater que le lundi matin, ils avaient des soucis pour se connecter à l'espace numérique de travail ou au service Ma classe à la maison du CNED. Alors, notre ministre de l'Éducation nationale a avancé une cyberattaque étrangère pour expliquer ses dysfonctionnements. Il a mis en cause un temps OVH, notre opérateur national, un de nos opérateurs nationaux du cloud, qui n'a pas manqué de réagir en disant qu'il n'hébergeait pas les services du CNED, hein, et que c'était un de ses concurrents, Amazon Web Services, qui le faisait. Mais cet exemple nous montre que nous sommes tous un peu sous le stress de la cyberattaque, hein, et de la réaction face à cet événement. Alors, la vraie question, c'est est-ce que le numérique se transforme en épée de Damoclès permanent au-dessus de nos têtes? Est-ce que nos internautes, nos spectateurs sont concernés par cette menace au quotidien? Est-ce qu'on doit toujours y penser, même en se rasant le matin? Monsieur Moyal. Non, il faut pas être plus stressé que pour d'autres types de crises. On a énormément de crises au niveau des entreprises, au niveau des collectivités territoriales. Vous avez des inondations, vous avez des risques d'incendie. Il faut gérer cette crise cyber comme toute crise. Et pour gérer une crise, il faut se préparer. Et pour se préparer, il faut utiliser des méthodologies, il faut travailler avec des experts en gestion de crise, en communication de crise. Et il faut utiliser des méthodologies, comme je l'ai dit. Donc, je peux faire référence à un guide qui vient de sortir de l'ANSSI, il est sorti en octobre dernier, qui s'appelle « Comment s'organiser en cas de crise cyber ». Et donc, qui explique comment faire des exercices de crise. Une fois que vous avez prévu la crise, le jour où elle arrive, parce qu'elle va arriver, ça c'est sûr, donc l'épée des Damoclès, elle descend très vite, mais une fois que ça arrive, vous êtes prêt à réagir face à une attaque. À lever le bouclier pour ne pas la prendre sur la tête. Exactement. Et vous, monsieur Gazola? Ouais, je confirme, hein, une approche uniquement par la peur, ça ne me semble pas être la bonne solution. Ce qui est peut-être intéressant, ce que je peux apporter peut-être comme information, c'est qu'il est important de comprendre ce que c'est que de vivre une attaque cyber. C'est de comprendre le temps de cette attaque-là. À partir du moment où on se fait attaquer, où l'entreprise comprend que son système d'information est bloqué, à partir du moment où ça sort dans la presse, où toute la France entière sait que l'entreprise est bloquée. C'est de l'ordre de quelques heures maintenant. Si on prend l'exemple du centre hospitalier de Villefranche, l'attaque datait de mémoire du 22 février dernier. On a su le jour même, l'hôpital a communiqué le jour même sur le blocage. Et pour cause, les services étaient vraiment très pénalisés. Quelques jours après, le président Emmanuel Macron intervient en visio auprès de cet hôpital et pour soutenir les équipes médicales et les équipes techniques en place. Voilà, on est sur quelques jours. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette crise-là, par exemple à Villefranche, mais partout ailleurs, cette crise-là, elle dure bien plus longtemps. Voilà, donc aujourd'hui, le centre hospitalier de Villefranche, comme tous les autres centres hospitaliers, c'est de l'ordre de 200 applications. Aujourd'hui, on n'a pas encore terminé, puisque Orange Cyberdéfense accompagne le centre hospitalier de Villefranche, c'est pour ça que je le prends aussi en exemple. On n'a pas terminé, 2 mois après, de remonter toutes ces applications à Villefranche. J'étais encore, moi, cette semaine, au téléphone avec un médecin du coup de l'hôpital de Villefranche. Tous les services ne sont pas rétablis encore à Villefranche, même si ça va beaucoup mieux. On est 2 mois après cette attaque. Aujourd'hui, l'utilisation, les usages du dossier patient, par exemple, la génération d'une prescription, c'est encore quelque chose qui peut être compliqué
au centre hospitalier de Villefranche, 2 mois quasiment après la crise. Donc c'est intéressant de comprendre ce temps de crise cyber, de comprendre évidemment que pendant tout ce temps-là, une entreprise qui arrêtera ses usines arrêtera de produire et arrêtera de gagner de l'argent. Et de comprendre aussi, ce qui nous concerne un petit peu plus, c'est que pendant tout ce temps-là, l'entreprise va devoir payer des experts en cybersécurité pour intervenir et faire intervenir l'ensemble de ses partenaires IT pour l'aider à remonter ses applications. Donc un coût qui est vraiment conséquent pour ces entreprises. Mais ce que vous dites, c'est qu'il y a toujours sa survie en suspens, quoi. Beaucoup d'entreprises, en tout cas, se posent vraiment la question. Alors, le cas classique, une entreprise subit une cyberattaque. En général, dans les 2 premiers jours, l'entreprise pense remonter 3 jours après. Voilà, elle estime, souvent c'est ça, souvent l'attaque malheureusement arrive le vendredi soir. Et en général, courant samedi ou courant du week-end, l'entreprise se dit c'est bon, mercredi on sera reparti. Donc voilà. Donc la réalité du terrain, c'est que ça dure beaucoup plus longtemps et qu'en effet, l'entreprise s'expose vraiment à des risques financiers importants. Le dernier point, moi j'aime bien quand même le préciser, c'est nous on est une société de service, Orange Cyberdéfense. Donc on accompagne des clients notamment en crise, mais aussi avant pour les aider à éviter ce genre de crise. Ce qu'il faut comprendre, c'est que plus les crises se multiplient, plus c'est un challenge pour nous aussi. On est obligé forcément de renforcer énormément nos équipes et puis de les mobiliser. Et c'est un vrai challenge pour mobiliser dès les premières heures 1 jusqu'à 10 personnes, parfois 10 experts en cyber pour accompagner un client qui subit une crise. Vous êtes en train de nous dire, avec grand bonheur d'ailleurs pour nous, que notre grand opérateur national est en train aussi d'évoluer dans une autre branche et de développer cette activité en augmentant ses équipes parce que ça répond à un besoin absolument important, prégnant pour tous les clients. Donc la création d'Orange Cyberdéfense, c'est 2016. Donc ce déclic-là, jeune, chez Orange, il a eu lieu, c'est quand même il y a 5 ans. Ouais. Donc ce déclic-là, chez Orange, il a eu lieu il y a 5 ans. Il y a 5 ans, le groupe Orange a eu conscience de l'intérêt de rassembler l'ensemble des ressources cyber présentes dans le groupe pour créer une filiale dédiée aux services, aux entreprises dans la cybersécurité. Donc oui, depuis 2016, le groupe Orange investit énormément dans cette filiale pour fournir un service de qualité auprès des entreprises françaises. Et si je peux compléter, l'ANSSI a 12 ans d'âge. Donc juste pour donner un petit peu les ordres de grandeur, on est dans des problématiques qui sont extrêmement jeunes. Oui. Et on construit au fur et à mesure ces systèmes de défense. On apprend à marcher Tout à fait. au quotidien. Je lisais récemment un article paru dans la revue de Le Monde Informatique de Dominique Philippone qui mettait une chose, vous disiez que on était dans un monde jeune, qui disait une chose assez ahurissante, moi qui m'a surpris, c'est que nous sommes aujourd'hui dans l'ère, parlons de Windows 10, mais que pour ceux qui ont connu Windows 7, c'est pas si vieux que ça, puisqu'il a été arrêté par Microsoft, en tout cas d'être mis à jour et d'être soutenu le 14 janvier 2020. Donc c'était il y a 1 an et quelques mois, c'est tout frais. Et bien malgré cela, bien qu'il ne soit plus soutenu, donc mis à jour face aux menaces cyber notamment, il y existe encore, d'après cet article, environ 100 millions de PC dans le monde qui tournent avec. C'est quand même énorme. Et là où l'article va plus loin, c'est qu'on est vraiment dans un business complet, puisque les hackers qui s'attaquent au système Windows 7 sont obligés d'assurer le support de Windows 7 pour que les clients puissent payer et continuer à fonctionner. C'est énorme, quelque part. Quand on disait qu'on a été en train... C'est une matière jeune, quelque part, et que l'ANSSI et Orange Cyberdéfense vraiment accompagnent ce mouvement, on est vraiment dans un... On va de découverte en découverte tous les jours. Mais cela n'est pas qu'un problème chez nous, c'est un problème mondial, mais sans aller jusqu'à évoquer la coopération qui existe parfois entre États face à ce phénomène de cyber-attaque, de cyber-sécurité. Comment notre pays s'organise-t-il face à ces cybermenaces, Monsieur Moyal, en tant que représentant de l'ANSSI? Alors, je vais vous donner un chiffre, c'est encore un chiffre, c'est 1 milliard d'euros. C'est le chiffre annoncé par le président de la République le 18 février dans le cadre d'une stratégie de cybersécurité. On a une stratégie de cybersécurité qui a été réactivée donc, cette année, avec plusieurs axes. Je ne vais pas vous les citer tous, je vais vous donner les principaux axes.
une filière de sécurité qui doit passer en termes de chiffres de 7,2 milliards à 25 milliards d'euros d'ici 2025. Donc renforcer les métiers de la sécurité en France. Là, c'est à destination de toute la filière. Au niveau des startups, l'État va lancer ce qu'on appelle le grand défi cybersécurité, qui va mettre en valeur, qui va pousser des startups à se développer, avec comme objectif d'avoir 3 licornes en 2025. Une licorne, c'est une entreprise qui pèse 1 milliard d'euros. On est dans les milliards là. Donc 1 milliard d'euros pour une licorne une entreprise en cybersécurité, ça existe en dehors de la France, mais en France, on n'en a pas encore aujourd'hui. On se donne 4 ans. On se donne 4 ans. Et un des moyens pour arriver à atteindre ces objectifs, un des leviers, est la création d'un campus cyber qui va regrouper donc à la Défense l'ensemble de l'écosystème en matière de cybersécurité, les industriels, les institutions, les écoles, les startups, de manière à ce que tout ce monde cohabite dans un même lieu. Ils ont appelé ça un lieu totem, qui va être inauguré en fin d'année 2021, de manière à créer des synergies entre tous ces acteurs pour créer des nouvelles tendances, des nouveaux produits et des synergies, donc comme je l'ai dit, entre toutes ces institutions. Alors l'ANSSI va avoir un espace au sein de ce campus pour coopérer donc avec l'ensemble des acteurs. Donc voilà quelques pistes. Et également, pour aller vers les territoires, un fonds de 136 millions d'euros dans le cadre du plan France Relance, c'est ce qu'on appelle le plan France Relance cybersécurité, qui s'inscrit dans le plan de France Relance numérique de 1,7 milliard d'euros. 136 millions d'euros pour aller vers les collectivités territoriales, pour aider les territoires à développer leur sécurité numérique. Donc un très gros budget qui va avoir avec 3 objectifs, 3 leviers. Le premier levier, donc, comme je l'ai dit, c'est d'élever le niveau de cybersécurité dans les territoires, dans les administrations, dans les hôpitaux, dans les collectivités territoriales, dans les associations au service des citoyens. Donc premier objectif, c'est d'élever le niveau de sécurité, renforcer le tissu industriel, puisqu'on va faire appel à des prestataires de terrain pour mettre en place des parcours de cybersécurité auprès des collectivités territoriales et les inciter à utiliser des produits développés sur le territoire national. Et enfin, on veut profiter de ce plan France Relance puisqu'on va mettre de l'argent pour avoir un effet de levier en termes d'investissement auprès de ces collectivités, de manière à ce que, une fois que le plan France Relance sera terminé, elles puissent continuer à investir elles-mêmes en termes de cybersécurité parce qu'elles vont se rendre compte de l'importance de ce sujet. Voilà. Donc on a un effet d'accélérateur en ce moment. Et c'est la raison pour laquelle on pense que c'est l'année de la cybersécurité en France. Il faut amorcer la pompe et lancer le moteur pour tout le monde. Tout à fait. Et pour vous, Alexandre Gazola, alors Orange Cyberdéfense, c'est aussi aux côtés de l'État ? Alors, aux côtés de l'État, en tout cas, au sein de ces démarches nationales, évidemment, on est très, très heureux du coup de participer notamment à l'initiative Campus Cyber qui est proposée cette année. Et on y participe avec beaucoup de conviction. On est très fiers d'ailleurs que notre PDG Michel Vandenberg ait également pris la présidence du futur Campus Cyber. Et on est très, très fréquemment, en tout cas, aux côtés de l'ANSSI pour accompagner nos clients. Nous, ce campus cyber, si je peux revenir là-dessus, parce qu'il est vraiment important pour Orange Cyberdéfense, on attend beaucoup de ce campus. Ça va être à la fois un lieu opérationnel. Nous, on espère vraiment que nos clients puissent bénéficier du coup de la dynamique, de l'énergie qui va être générée dans ce campus. C'est aussi un lieu de partage et de formation. Nos collaborateurs chez Orange Cyberdéfense vont pouvoir bénéficier, participer, collaborer, échanger avec l'ANSSI, mais aussi avec toutes les entreprises qui sont présentes dans ce campus. Et puis, comme le disait Moïse, on appelle ça un site totem. Ça va être l'engagement de la France dans la cybersécurité. Et on espère évidemment que ça suscitera beaucoup de vocations du coup. C'est donc le campus cyber, si je résume, c'est vraiment une première. Ça n'existait pas en France sous ce format-là. C'est ça l'idée. On dit lieu opérationnel, lieu de partage, lieu de formation. On a parlé de French Tech Cyber, d'un moyen de développer la French Tech Cyber. La filière, donc ça n'existait pas en France. Ce sont des initiatives qui existent à l'étranger. Mais en France, c'est une première.
C'est une première. Et là, nous avons plusieurs questions, mais une qui m'interpelle. Là, je lis de l'un de nos internautes. Le hacking existait déjà en 1985 en télématique. Alors la télématique, sauf erreur de ma part, c'était l'ère du Minitel, pour ce qu'on en parle. Et j'ai souvenir, confirmez-moi, que la première diffusion d'un virus informatique, c'était avec une disquette floppy souple, qui était marquée AIDS, SIDA, et c'était pour promouvoir la lutte contre le SIDA. Et en réalité, c'était le premier ransomware de l'histoire, et c'était dans les mêmes années à peu près, si mes souvenirs sont bons. Alors je ne sais pas si c'était un ransomware, ça devait être un virus informatique. Et il fallait payer une rançon de quelques dollars. Après voilà, il y avait peut-être, mais c'est plutôt un virus il informatique. chiffrait pas, mais il bloquait en tout cas l'ordinateur. Il vous bloquait l'ordinateur seulement. Oui, donc c'est vrai que, comme il le précise, le hacking existait avant. Donc en fin de compte, ça a toujours été, on est d'accord, hein, une lutte entre le gendarme et le voleur, hein, et n'y voyez aucune allusion de ma part. Mais c'est toujours une guerre permanente. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, et on s'en rend compte, c'est presque exponentiel, puisque non seulement la crise sanitaire, la crise économique fait que les policiers et les gendarmes pourraient nous le confirmer. La criminalité traditionnelle, hein, les vols, les destructions, les malveillances, comme l'économie était pratiquement à l'arrêt, disparaissent au profit de la criminalité digitale qui, elle, augmente de manière impressionnante. Et comme vous en parlerez certainement mieux que moi, aujourd'hui on peut même sous-traiter, ça devient un business complètement rentable, pratiquement pour beaucoup sans risque, même si nos équipes d'enquêteurs sont assez pointues aujourd'hui. Mais nous aurons l'occasion d'en parler dans d'autres webinaires avec eux. J'ai découvert, pour rebondir sur ce que vous disiez, notamment vous Alexandre, que Microsoft propose depuis peu un petit simulateur de cyberattaque, hein, qui permettrait aux entreprises de s'entraîner fictivement dès lors qu'elles n'auraient pas le temps ni les moyens de faire appel à nos sociétés spécialisées, et Dieu sait que j'en connais beaucoup, appelez-moi, je vous donnerai les noms. Cette petite solution light, hein, a au moins le mérite d'exister, c'est le moins qu'on puisse dire, mais gérer une crise cyber, et ça, je crois que Moïse vous l'a bien précisé, ça ne s'improvise pas, Alexandre aussi l'a dit, cela demande de l'entraînement. Plusieurs sociétés le font fort heureusement. Un vieil adage dit que prévenir, c'est guérir, on en a parlé tout à l'heure. Mais comment l'information peut-elle circuler pour sensibiliser, prévenir ou alerter ? En somme, ici chez nous en région sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur, que se passe-t-il dans ce domaine ? Monsieur Moyal, est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose là-dessus ? Oui, bien sûr, comme on l'a dit, les attaques sont à la fois multisectorielles et également réparties sur tout le territoire national. Donc en fait, on se doit de protéger l'ensemble des régions, et notamment la région PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors, en ce qui concerne l'ANSSI, donc on a bien sûr un dispositif de développement au niveau des territoires, en personne de délégués à la sécurité numérique, hein, je les représente aujourd'hui. Donc l'idée, c'est de mieux connaître les territoires, c'est d'avoir un effet de levier de ce que peut proposer l'ANSSI en termes de services au plus près des acteurs locaux, et globalement ça permet bien sûr d'élever le niveau de sécurité de cyber. Mais alors, une fois qu'on a dit ça, on a des collaborations fortes avec les acteurs locaux, et notamment la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, donc qui a mis en œuvre une feuille de route cyber très ambitieuse en 2020. Ici, chez nous. Chez nous, et en 2020, elle a été votée en octobre 2020. Donc l'ANSSI encourage fortement la mise en œuvre de cette feuille de route cyber, comme je dis, qui est très ambitieuse, hein, qui va aider donc l'industrie régionale en termes de cyber à se développer, qui va concourir à la création d'un CERT régional. On va pouvoir y revenir. Qu'est-ce que c'est un CERT ? Un CERT régional, c'est un centre de veille et d'alerte qui va recevoir les signalements
des entités attaquées, et donc qui aura pour rôle de donner un peu les premiers secours vis-à-vis des entreprises ou des collectivités qui auront subi une attaque et qui seront signalées auprès de ce centre de veille et d'alerte. On peut appeler ça une cybercaserne, on peut appeler ça un cyber-SAMU, voilà, ça dépend un petit peu des... Mais voilà, c'est juste pour donner un petit peu une image, mais on est vraiment dans ce rôle. Et plus on aura ces casernes au plus proche des victimes, et mieux ce sera. Donc voilà l'idée. Donc voilà, une feuille de route régionale que l'on encourage fortement. Ensuite, on a une initiative justement au niveau des CERT régionaux, dont je viens de parler. Pour revenir un petit peu sur le plan de relance, l'ANSSI va encourager chaque région. Donc, ça a déjà commencé en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, donc le travail a déjà été fait en grande partie. La volonté politique y est, mais chaque région sera encouragée donc, à monter un centre de veille et d'alerte régional, donc un CERT régional, de manière à ce qu'on ait sur tout le territoire national un réseau de CERT qui vont coopérer entre eux, qui vont s'échanger les bonnes pratiques et qui vont bien sûr collaborer avec le CERT national qui est géré par l'ANSSI. Donc c'est un projet extrêmement ambitieux et qui devrait résoudre une problématique de gestion de crise, d'attaque pour les PME donc, et les entreprises de taille intermédiaire et également les collectivités territoriales. On est dans le bon timing. De toute façon, il n'est jamais trop tard pour progresser là-dessus. En fait, il faut avancer. Après, il faut avancer. Donc, c'est un projet très structurant et qui va être financé par l'ANSSI. Vis-à-vis des collectivités territoriales, il y aura un fonds à la fois et également une incubation technique vers chaque collectivité territoriale, vers chaque région, conseil régional s'il est d'accord avec le lancement de ce CERT. Je voudrais revenir, Monsieur Moyal, sur une des présentations que vous nous avez faites tous les deux tout à l'heure, puisqu'il y a une question qui mérite un éclaircissement. Quand vous parlez du campus cyber, la question est de savoir où il se situe. Ce n'est pas celui de Rennes, qui est aussi un beau centre cyber, c'est à La Défense, au Parvis de la Défense à Paris, c'est bien ça? Oui, le campus cyber, c'est une initiative privée. Donc, c'est vraiment un projet qui va être à 50 et quelques % privé, et l'État va apporter l'équivalent de ce qu'aura apporté le privé. Donc là, on parle vraiment d'un partenariat public-privé. Il va être basé à La Défense, à Paris, dans une tour qui sera livrée en novembre 2021. Il y a d'autres entités qui font de la cyber sur le territoire national. À Rennes, en fait, nous aurons une antenne de l'ANSSI à Rennes qui sera déployée en 2025 avec environ 200 agents qui seront sur un site à Rennes. Donc voilà en ce qui concerne l'éclaircissement par rapport à cette question. D'accord. Et pour vous, à Orange Cyberdéfense, Monsieur Gazola? Alors, concernant notre développement ici en région, alors moi j'y suis personnellement très attaché, puisque du coup c'est ma mission de développer Orange Cyberdéfense dans la région. Moi je reste, et puis je porte aussi la voix d'Orange Cyberdéfense, je reste convaincu que les entreprises doivent être accompagnées avec un minimum de proximité. Voilà. Aujourd'hui on le voit, tous les acteurs de la filiale cybersécurité investissent pour pouvoir être présents au plus près de certaines entreprises. En termes de proximité, Orange Cyberdéfense, c'est un petit peu inscrit dans notre ADN, de par notre appartenance au groupe Orange, un groupe qui du coup est forcément naturellement, en tant qu'ancien opérateur historique, très présent du coup auprès de ses clients. Et Orange Cyberdéfense, on a décidé d'investir de la même façon. Donc du coup, on investit beaucoup sur les ressources, notamment sur notre région, sur notre territoire, pour couvrir la région PACA, Monaco et la Corse principalement. Aujourd'hui, Orange Cyberdéfense, c'est plus de 50 personnes ici, 50 experts basés entre Marseille et Nice. On essaye de faire en sorte d'avoir une représentation de toutes les activités d'Orange Cyberdéfense. On va avoir du coup à Marseille des coordinateurs de crise, ceux qui interviennent aux côtés d'entreprises comme Bourbon, par exemple, cette semaine. On va avoir ce qu'on appelle des hackers éthiques. On a sur Marseille tout un tas d'experts techniques, des experts en investigation numérique. Voilà. On a fait vraiment cet effort d'essayer de développer sur cette région-là, mais aussi sur les autres régions en France, une vraie proximité. Donc évidemment, les initiatives régionales qui sont évoquées par l'ANSSI et par Moïse
Orange Cyberdéfense s'y inscrit aujourd'hui profondément et s'y inscrira demain, notamment en soutien aux centres de ressources qui seront proposés dans la région PACA, peut-être en Corse. Mais Orange, c'est un très grand groupe national et même international, n'ayons pas peur des mots. Vos clients, ce sont principalement les grands groupes ? Alors, à la création d'Orange Cyberdéfense, on était principalement reconnu évidemment pour accompagner les grands groupes, et aujourd'hui on accompagne aussi beaucoup de grands groupes du CAC 40 évidemment. Après, la réalité en région, elle est tout autre. Voilà. Oui. En tout autre, le secteur bancaire, par exemple, est quand même beaucoup moins représenté, par exemple, dans notre région. Et il y a beaucoup aussi de PME, d'entreprises de taille plus raisonnable, de collectivités de taille un petit peu intermédiaire, qui ont parfois des enjeux de cybersécurité qui sont forts. Et du coup, on adapte. Vous intervenez. Exactement, tout à fait. Et c'est du coup ça devient le cœur de métier. La région PACA, typiquement, on est principalement sur un accompagnement auprès des PME ou des entreprises de taille intermédiaire. C'est pas pour rien d'ailleurs que nous avons un délégué régional de l'ANSSI. Selon une enquête récente que j'ai découverte dans la revue Big Data, qui a été menée par iStorage, 9 employés sur 10 craignent que les employeurs ne fournissent pas assez de formation sur la bonne pratique en matière de cybersécurité, donc leur patron, et s'interrogent sur la politique de sécurité informatique de l'entreprise. Alors, il semble donc que, au regard de ce que nous venons d'évoquer, que ce soit perçu par une nécessité de cette menace cyber, tant par le board, parce que ça, on le sait, les patrons, ils sont particulièrement sensibles, que par leurs collaborateurs. En tout cas, c'est ce que dit le sondage. Ça semble être une bonne nouvelle. Je ne sais pas si dans les faits, c'est ce que vous vivez sur le terrain. Est-ce que quand vous intervenez, est-ce que vous sentez qu'il y a véritablement un besoin aussi des salariés, des collaborateurs ? Je reviens du coup sur la médiatisation de la cybersécurité. Je pense que quand même un point positif de cette médiatisation, c'est que ça commence à rentrer en fait dans la conscience des particuliers également, et qu'aujourd'hui n'importe quel salarié est capable de comprendre certains enjeux liés à la cybersécurité à titre personnel et aussi pour son entreprise. Je pense que certaines réglementations aussi, je citerai le RGPD par exemple, ont depuis quelques années finalement imposé quand même certaines formations en entreprise. Je pense que c'est assez bénéfique. Je ne serais pas complètement négatif par rapport à ce sujet-là. Je pense qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire là-dessus. Mais comme on le disait tout à l'heure, c'est un travail d'acculturation. En termes de prise, on peut dire qu'aujourd'hui, la prise de conscience, elle est profondément évoluée durant l'année de 2019, les années 2020-2021. Bon, il y a eu la crise du Covid. On a vu l'importance du numérique dans les usages, notamment avec le télétravail. Et donc, il n'y a pas un chef d'entreprise qui ne s'est pas dit, si jamais mon système tombe, que ce soit pour une attaque ou une défaillance informatique, qu'est-ce qui va se passer ? Donc heureusement j'ai du numérique pour poursuivre mon activité, avoir une continuité d'activité. Une fois qu'on a dit ça, effectivement il y a eu également plusieurs attaques. On a une attaque par semaine, soit vers un hôpital en ce moment, soit vers une collectivité territoriale. Et donc lorsqu'on va rencontrer ces entités, on n'a plus besoin de les convaincre. Elles sont convaincues. On est plus aujourd'hui, pourquoi ? Donc, alors, une fois que je vais être attaqué, qu'est-ce que je fais ? On est plutôt dans beaucoup de cas, c'est ce qu'on a comme échange. Et donc, on veut être maintenant dans des actions beaucoup plus concrètes, beaucoup plus pragmatiques, et leur apporter des solutions. Il y a un début d'anticipation. Donc. En fait, elles sont dans la démarche plus d'avancer et d'évoluer sur ce sujet. Alors, pas toutes. Mais on s'aperçoit qu'on a beaucoup, comme le disait tout à l'heure Alexandre, on a beaucoup moins de mal à convaincre certaines entités par rapport à ce risque. Le risque, en fait, il est facile aujourd'hui à... C'est vrai qu'on le voit sur Et après, tous vous les avez, médias. juste pour compléter sur le risque, aujourd'hui, vous avez des études au niveau mondial. Je ne peux pas citer la source, une assurance qui a estimé que aujourd'hui, dans le top 3 des risques pour les chefs d'entreprise, vous avez la crise la rupture d'activité d'entreprise. Donc une entreprise qui s'arrête de tourner. Vous avez la crise du Covid, donc là c'est contextuel, et dans le top 3, vous avez une crise liée d'origine cyber. Donc voilà, aujourd'hui on est dans... Et ces chiffres sont les mêmes d'un pays à l'autre. On n'est pas... Aujourd'hui, c'est pas spécifique à la France. Donc aujourd'hui, ce risque est bien appréhendé, il est bien compris. Ensuite, c'est dans les moyens qu'on va mettre en place. Voilà, c'est...
des fois, on peut avoir un petit côté un peu défaitiste. Ok, ça va nous tomber dessus, on n'a rien, presque on n'a rien à faire. Quoi. La fameuse épée de Damoclès dont on parlait tout à l'heure. Maintenant, il y a des choses à faire, et heureusement. Alors, je crois qu'on a brossé un tableau assez général, et générique c'était le but d'ailleurs de ce webinaire de la menace cyber à l'état, tel qu'on la constate aujourd'hui. Si vous voulez bien, nous allons essayer ensemble de répondre à plusieurs questions de nos internautes. Alors n'hésitez pas sur le site, via le chat, à poser vos questions. Nous allons déjà, en attendant de recevoir les nouvelles, répondre aux premières questions. Les commerçants dans le contexte actuel de la crise sanitaire utilisent beaucoup, on est d'accord, le click and collect, la commande en ligne. Pour ceux qui, à la différence des grands opérateurs, des grandes centrales d'achat qui sont capables de nous livrer depuis longtemps sur un simple clic, les petits commerçants, les commerçants même de ma ville, utilisent le click and collect. Et la question qui nous est posée, c'est: sont-ils soumis aux mêmes risques de cybercriminalité? J'aurais tendance, moi, à dire peut-être plus que les autres. Est-ce que vous, Monsieur Moyal, quel est votre sentiment là-dessus? Oui, on a les mêmes risques, on a exactement les mêmes risques. Après, il faut voir l'impact de ces risques. Pour un e-shopping, dans le contexte actuel, je pense que l'impact, c'est principalement le risque d'indisponibilité de son système de e-shopping. Et donc, si vous avez un rançongiciel ou un blocage lié à une saturation du service, vous n'allez pas pouvoir offrir le service de e-shopping. Et c'est dommageable, notamment en ces temps de crise. Donc malheureusement, vous avez également un risque. Et il faut s'assurer, dans le temps imparti pour mettre en place la solution, que le prestataire a bien pris en compte certaines mesures de sécurité. Est-ce que vous leur conseilleriez de séparer ce qu'ils font traditionnellement en termes de gestion d'entreprise avec le e-shopping? Alors, effectivement, ce sont généralement des services qui sont plutôt externalisés aujourd'hui. Nous, ce qu'on recommanderait, c'est une fois que si le service de e-shopping qui est mis en place, il aura tendance à se pérenniser, parce qu'on pense qu'il y a une tendance maintenant vers le e-shopping, même avec la crise du Covid, de se poser un instant et de reconsidérer un petit peu la solution qui aura été choisie, de poser des questions à son prestataire, de manière à voir s'il a couvert un certain nombre de risques cyber. Parce que là, je pense que ça va très vite, on n'a pas le temps de se poser, mais une fois que la crise sera passée, de reconsidérer la solution qu'on aura choisie. C'est des questions que vous avez, ça, Orange Cyberdéfense? Alors, un petit peu, moi, pour compléter, je pense que là, on parle de risques cyber, par exemple, dans le milieu du commerce pour du e-shopping. Je pense que peut-être les moyens aussi de l'attaquant ne seraient pas les mêmes. Les moyens, je pense, à mettre en œuvre par un attaquant pour attaquer un groupe industriel et déployer un ransomware seront certainement pas les mêmes que ceux déployés pour un site de e-shopping où l'attaquant cherchera plutôt à automatiser et essayer d'attaquer. Donc à mon avis, l'attaque serait beaucoup moins ciblée déjà. Ensuite, l'autre point qui est important, si on reste sur un scénario ransomware, qui a été un peu un fil rouge là, sur ce séminaire, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le risque de subir ce type de scénario dépend aussi de votre capacité à payer une forte rançon. Oui. Voilà. Donc un attaquant préférera peut-être s'en prendre à un centre hospitalier qui est en forte tension ou une entreprise dans le secteur de la pharmacie par exemple qui est en forte tension de production plutôt qu'à certains commerçants en même temps pour s'assurer du coup peut-être une rançon. Tout à fait. On ne va pas vous citer en tant que commerçant qui avait une solution de e-shopping, mais vous allez être ciblé de manière, vous allez être attaqué parce qu'il s'agit d'attaques aléatoires. Et donc ça peut vous tomber dessus comme ça peut tomber sur l'entreprise d'à côté. Donc, malheureusement, vous êtes également soumis à ces risques. Là, j'ai une question concernant la formation, puisqu'on en a un peu parlé avec le centre cyber. Qu'en est-il de la formation à la cybersécurité portée par les chambres de commerce et d'industrie pour les TPE, PME? Alors, je ne sais pas si Moïse peut en parler puisqu'il est en lien et c'est sa fonction à la région. Est-ce qu'on a des nouvelles à donner? Alors au niveau national, donc les CCI chacune est autonome et donc elles décident en fonction des régions, en fonction des départements, de mettre en place des formations et certaines donc proposent des formations dans le domaine de la cybersécurité.
Quand on parle des CCI, ça peut être aussi les chambres de métiers d'artisanat. Donc on a un peu D'accord. ce type de chambres consulaires. Toutes les chambres consulaires, quoi. En ce qui concerne la région PACA, donc on a effectivement enfin je ne veux pas les citer aujourd'hui, on a 2 CCI qui sont en train de mettre en place des formations. On leur propose, nous, un référentiel de 3 jours sur lequel elles peuvent s'appuyer pour monter ces formations et être ensuite labellisées par l'ANSSI. C'est une formation qu'on appelle CETNUMEDU formation continue. Et donc certaines CCI ont été aujourd'hui labellisées par l'ANSSI pour mettre en place ces formations. Alors ce sont des formations de courte durée, de 3 jours, mais ça suffit pour former un référent cyber qui aura d'autres fonctions. Et ça permet d'avoir un référent au sein de l'entreprise pour prendre en compte cette problématique qui devient de plus en plus spécialisée et pour laquelle il faut quand même passer un petit peu de temps. Voilà en ce qui concerne la question sur les CCI. D'accord. Je pense que pour vous, rien à ajouter sur cette question, Monsieur Gazola. J'ai un de nos internautes qui nous dit une chose importante. J'ai demandé un devis, on en parlait tout à l'heure, pour mon entreprise, mais le prix est très élevé pour les petites et moyennes entreprises. La région ou un autre organisme peut-elle soutenir financièrement la démarche lorsque c'est le cas? Ah, c'était pour moi. Alors, je sais qu'on a beaucoup d'aides, indirectes. Effectivement, ce serait une très bonne question. Il y a des entreprises qui commencent à aller vers les PME et les TPE parce qu'il y a un marché, il y a un besoin, il y a des attaques. Donc on a cité Orange Cyberdéfense, donc qui va, je pense, adapter ses offres. C'est fait d'ailleurs. Effectivement, on nous dit c'est cher. On nous dit c'est cher parce qu'on est sur des prestations de l'ordre du millier d'euros à la journée. Dans beaucoup de cas, donc ce sont des prestations très spécialisées. Et un des challenges de l'industrie, c'est d'arriver à les packager de manière à les industrialiser, puisqu'on va à les rendre reproductibles d'une entreprise à l'autre pour limiter la spécialisation, la personnalisation des prestations. Donc une fois qu'on a dit ça, la région a un dispositif d'aide à la numérisation des entreprises, dans laquelle elle a un volet digital et cyber. Et elle finance à hauteur de la moitié du devis pour certaines prestations, donc des prestations de cybersécurité. D'accord. C'est un chèque, ça s'appelle un chèque digital. Donc vous avez cette possibilité. Donc voilà en ce qui concerne les PME. Il y a d'autres initiatives aussi. Moi, je citerai BPI France, par exemple, là, qui propose une initiative de participation, de financement du coup à une démarche d'audit pour les petites entreprises qui travaillent dans le secteur de la défense. Alors, dans le domaine de la défense, vous avez un diag cyber qui est proposé. Donc ça, c'est pour la DGA et qui cible effectivement si dans le public vous avez des PME qui sont dans le secteur de la défense. C'est un diag cyber qui va donc il va y avoir un diagnostic et ensuite un prestataire qualifié par l'ANSSI qui va réaliser l'audit et ce diag va être financé effectivement par la DGA. Donc parce que l'entreprise travaille dans le secteur de la Exactement. défense, c'est sous-traitant d'une entreprise de défense, pour elle c'est gratuit quelque part. Alors, c'est gratuit, effectivement, avec une prestation, bien sûr, à durée limitée. Après, il va falloir mettre en œuvre des solutions. Bien sûr. La mise en œuvre des solutions, par contre, c'est aux frais de l'entreprise. Tout à fait. Mais le diag, déjà, c'est pas mal. Le diagnostic, pardon. Alors, une question qui va... vous êtes tous les deux concernés, d'ailleurs. Qu'est-ce qui motive le plus les cybercriminels dans l'attaque des collectivités locales ou territoriales? Alors on est d'accord qu'on n'est pas sur une grosse entreprise qui a énormément de budget ou d'argent. Là, on est sur des collectivités locales ou territoriales. Je vais répondre, si je peux me permettre. Bien sûr. Alors, effectivement, tout à l'heure, j'ai parlé d'attaques auprès des collectivités territoriales. Donc, on a parlé de 20% des signalements à l'ANSSI. Et la question, effectivement, qu'on se pose, c'est pourquoi une collectivité territoriale? Elles ne payent jamais la rançon, elles n'ont pas les moyens. Pareil pour un hôpital, ils ne payent pas les rançons. Donc en fait, c'est par rapport à ce qu'a dit Alexandre. Ce qui se passe, c'est que vous avez des collectivités. Déjà, elles signalent à l'ANSSI leurs attaques et c'est souvent rendu public par rapport aux entreprises. Donc on en parle beaucoup plus. Mais c'est pas elles sont concernées, mais il y a également les entreprises. On en a parlé tout à l'heure. Oui. Donc qu'est-ce qui se passe? Les criminels vont attaquer de manière... c'est comme un jeu en fait, ils lancent des attaques par rapport à des adresses IP, ils ne ciblent pas forcément les petites collectivités territoriales, mais ça leur tombe dessus. Ça leur tombe dessus parce qu'elles sont... les ransomware, les virus
arrivent à passer. Parce qu'elles sont moins bien protégées aujourd'hui. Ça, c'est monnaie courante. On le sait. Et donc, elles sont moins bien protégées, puis ça leur tombe dessus. On a eu la ville d'Angers, on a eu la métropole de Marseille, on a eu aussi des grandes collectivités comme le Conseil régional du Grand Est l'année dernière. Enfin bon, ça devient des attaques conséquentes. Donc, la motivation, en fait, elle est, on va dire, aujourd'hui, dans la majorité des cas, le hacker ne cible pas spécifiquement la collectivité territoriale. Après, les conséquences, par contre, peuvent être extrêmement graves. Et comme on l'a dit, vous avez des collectivités qui non seulement ont leurs données qui sont bloquées avec tous leurs services vis-à-vis des citoyens pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, mais donc blocage, premier effet, blocage de l'accès aux services et aux données, et deuxième effet, et alors là c'est très grave, les données sont publiées sur Internet. Parce que la collectivité n'a pas payé la rançon, ne veut pas payer. On leur fait un chantage à publication des données. Donc imaginez les données des citoyens de la commune qui se retrouvent sur Internet. Voilà, ça peut avoir un impact très négatif sur les services de l'État. Enfin, c'est des services, on parle de services publics. Donc c'est pas forcément ciblé, mais ça a des conséquences. Ça a des conséquences qui peuvent être extrêmement graves. D'accord. En termes de motivation, je peux compléter du coup clairement pourquoi un attaquant arrive à attaquer une collectivité locale. Je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est la dette technique. Malheureusement c'est une cible facile, donc là je confirme. Après dans les motivations, je pense qu'il y a aussi la notoriété. Donc l'effet d'image, le fait qu'on parle, en fait, ces groupes d'attaquants, on communique autour de ces groupes d'attaquants. Quand vous voyez une collectivité, un établissement ou même une entreprise qui est attaquée, on cite souvent le groupe de ransomware, par exemple. Et ça, c'est important aussi pour ces groupes-là. Ces groupes d'attaquants sont aujourd'hui des entreprises comme les autres. Et elles fonctionnent parce qu'on parle d'elles. Même si elles n'ont pas reçu de rançon. Même si elles n'ont pas reçu de rançon. Voilà, l'impact un petit peu de notoriété d'avoir attaqué beaucoup de collectivités, beaucoup d'établissements hospitaliers peut-être, même s'ils n'ont pas payé. C'est toujours payant, enfin c'est toujours intéressant du coup pour Vous voulez dire qu'il y a une petite rivalité entre les groupes de cybercriminels ? Ah tout à fait, oui. Il y a vraiment des enjeux comme une entreprise, des enjeux concurrentiels entre les groupes, oui, tout à fait. D'accord. Alors là j'ai une question, est-ce que... Tu veux que je la lise ? A-t-on une idée du pourcentage des opérateurs d'importance vitale et des opérateurs de... Services essentiels, voilà, qui auraient déjà mis à jour leur sécurité et ceux qui doivent encore le faire. Là, on est dans sous le sceau du secret, on n'a pas le droit d'en parler. C'est extrêmement spécialisé, d'un spécialiste qui connaît bien le sujet. Juste pour éclairer l'ensemble de l'audience par rapport à ces sigles, OIV, c'est opérateur d'importance vitale. Donc, on parle d'opérateurs nationaux qui sont dans différents secteurs d'importance vitaux. On en a 12. C'est des secteurs qui sont très, très bien définis. On peut citer le secteur bancaire, le secteur de l'eau, le secteur de l'énergie, la santé. Donc ce sont des secteurs qui, s'y tombent, vont porter atteinte aux intérêts de la nation. Donc là, on en a entre une liste de 200 à 300 qui est confidentielle. Et effectivement, ce sont des acteurs régulés. La loi les incite, depuis un décret de la mise à jour de la loi de programmation militaire de 2013, il y a un article qui dit « Ces opérateurs doivent se protéger ». Et donc secteur par secteur, l'ANSSI depuis 2013 les incite à se protéger. Et donc on couvre progressivement, donc ils sont sous le coup de la loi, on les incite donc à couvrir, à monter en sécurité, avec des obligations et des amendes si elles ne le font pas. Aujourd'hui on ne peut pas citer le pourcentage, bien sûr, comme vous l'imaginez, puisque c'est quand même la protection des intérêts vitaux de la nation. Mais on avance progressivement et secteur par secteur, il y a des décrets de loi qui les obligent à se protéger avec des audits réguliers et des engagements sur ce sujet. OSE, c'est un opérateur vital, mais sous une autre réglementation, c'est la réglementation européenne qui s'appelle la directive NIS, Network Information Security. Et ils ont exactement le même type d'obligation, ils sont régulés. Et donc ça a commencé un peu plus tard, ça a commencé donc en même temps qu'en 2019, la directive Nice, l'adaptation de la réglementation européenne au niveau national. Et donc on a un certain nombre d'opérateurs qui sont de services essentiels, qui sont désignés par l'ANSSI pour également se protéger. Alors on ne parle pas d'opérateurs d'importance vitale, mais c'est plutôt des opérateurs qui s'y sont attaqués. Il va y avoir un effet sociétal. On peut imaginer des hôpitaux qui vont être engorgés. Voilà. Et donc on désigne de plus en plus d'entités aujourd'hui, opérateurs de services essentiels également.
Donc, voilà, je réponds pas à la question. Par contre, j'ai donné un éclairage sur ces deux, Sur ces deux acronymes et ces deux mondes. J'imagine que pour Orange Cyberdéfense, ce sont aussi vos clients. Oui, j'en dirais pas beaucoup plus. Voilà, du coup, on est qualifié par la France pour accompagner du coup ces entreprises françaises là. Sensibles. Et c'est une activité, une part de notre activité assez importante depuis déjà plusieurs années, et ça l'est toujours en tout cas cette année. Ça l'était même avant la création d'Orange Cyberdéfense, j'imagine. Oui, en 2013. Avant, oui, tout à fait. Ouais. Oui. Alors, là, j'ai une question intéressante. Faudrait C'est que... pour toi, ça. Ouais, c'est pour moi. En tout cas, peut-être pas pour moi, mais pour les forces de sécurité intérieure. Les cybercriminels sont-ils forcément recherchés, retrouvés et mis sur une blacklist internationale, par exemple ? Je vais me dire déjà comment est-ce qu'on trouve un cybercriminel. Je crois que les deux spécialistes sont là pour vous dire qu'il y a des signatures particulières. On devine d'où ça vient, mais pour aller les rechercher et le prouver, ce n'est pas mince à faire. Monsieur Moyal. En fait, ce qu'il faut dire, c'est qu'on est dans une bataille qui est asymétrique, hein, avec des attaquants qui sont très bien organisés, hein, et qui communiquent beaucoup, qui industrialisent leur processus même d'attaque, et qui sont également souvent dans des zones où ils sont même à l'abri de la réglementation internationale. Donc, en fait, bien sûr, il y a de la coopération au niveau Interpol, au niveau international. Il y a de la coopération. Cette année, il y a eu 2 filières qui ont été quand même remontées, notamment la filière liée au vers Emotet, une attaque qui a eu lieu. Donc, il y a de la coopération et il y a des succès. Donc, il faut le dire. Quand il y a des succès, il ne faut pas hésiter à le dire. Par contre, c'est un travail de très longue haleine. Et comme je viens de le dire, il y a de l'impunité. Voilà. Il y a de l'impunité pour ces cybercriminels ce qui fait que la cybercriminalité prolifère actuellement. Voilà en ce qui concerne le pourcentage, Les groupes. les groupes. J'imagine que pareil, vous avez des groupes de prédilection que vous suivez tout particulièrement avec le vécu, l'expérience des attaques que vos clients subissent. Alors oui, c'est très important du coup pour nous de... Et Orange lui-même, le groupe. Alors c'est très important pour nos clients et pour Orange, du coup qu'Orange Cyberdéfense suive et fasse une veille très, très précise et au quotidien sur l'évolution de la menace, sur l'évolution de ces groupes de ransomware, pour qu'on puisse notamment soit prévenir Orange d'une menace, soit prévenir nos clients au plus tôt. Juste pour compléter, en fait, on ne remonte pas jusqu'au hacker. Par contre, on analyse de manière très fine chacun des rançongiciels. Au niveau de l'ANSSI, il y a des équipes qui font que ça, de manière à bien comprendre les techniques d'attaque et les communiquer donc à nos bénéficiaires, de manière à ce qu'ils puissent s'armer pour éviter qu'un même rançongiciel se rejoue. Sachant qu'ils mutent aussi, hein, les rançongiciels mutent. Ouais. Donc malheureusement... c'est pas pour rien qu'on les difficile. appelle des virus à première vue. J'ai une question, et ça sera la dernière. Pour les autres, je les garderai pour les prochains webinaires. Ne vous inquiétez pas, il y sera répondu. Est-ce que les cyberattaques ne sont pas des menaces vouées à être sans fin, puisque l'évolution fait que tout le monde s'adapte aux uns aux autres? Est-ce qu'on arrivera un jour à avoir une longueur d'avance? Alors en fait, je vais vous faire une analogie. On va toujours devoir vivre avec les attaques, hein. Donc ça, c'est clair. Je fais une analogie malheureusement avec la crise actuelle sanitaire. Après, il va falloir, encore une fois, en permanence réduire ces risques liés à ces menaces, en accepter certaines et en faisant en sorte que d'autres n'arrivent pas en fonction de ce qu'on doit protéger. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on doit protéger, qu'est-ce qu'on veut protéger, et donc mettre en place des protections. Après, il y a énormément d'innovation du côté des hackers, mais également il y a beaucoup de développement de technologies de protection. Et on n'a pas beaucoup parlé aujourd'hui des moyens de prévention, mais il y a une technologie qui est en train de se développer et qui représente, c'est un petit peu la vision aujourd'hui de l'ANSSI, c'est de se dire il ne faut pas chercher à se fermer en permanence, on ne va pas pouvoir vivre, on est une société ouverte, on a des entreprises étendues qui vont se numériser, c'est un besoin sociétal, économique de se numériser. Il faut être ouvert, mais en même temps, il faut détecter le plus rapidement possible l'attaque informatique de manière à la bloquer et ensuite, bien sûr, faire de la remédiation. Mais
La solution, ça va être avec justement des technologies de détection d'intelligence artificielle qui vont permettre d'agir au plus vite. De sentir De qu'on est attaqué. exactement. Et donc, si on est attaqué et qu'on est réagi et qu'on a réglé l'attaque en 24 heures, c'est pas la même chose qu'en 2 mois, comme tu citais tout à l'heure. On n'est pas du tout dans le même impact. Donc, voilà un petit peu la réponse par rapport à cette question. Quelque chose à ajouter? Tout à fait. Non, on investit beaucoup du coup dans l'innovation sur le sujet de la cybersécurité. Vous parlez de l'intelligence artificielle, c'est évident. Après, c'est sûr que le principal aujourd'hui, c'est pas d'éviter du coup de se faire attaquer, c'est surtout de réagir et de réagir proprement et rapidement. Donc, comme vous disiez Moïse, un client qui s'est préparé à certains scénarios et qui s'est organisé en interne à en subir les conséquences, pourra peut-être rétablir ses services en quelques jours, on l'espère. Exactement. J'espère que ça sera exactement ce que nous permettra de vivre l'avenir, que si l'on est attaqué, que cela nous permette de rebondir assez rapidement. Avant de nous quitter, je remercie chaleureusement M. Moïse Moyal de l'ANSSI et M. Alexandre Gazola d'Orange Cyberdéfense d'avoir bien voulu nous accompagner sur ce plateau pour ce premier webinaire Access Security. Tout ce que nous venons d'évoquer relevait surtout de l'état de la menace d'aujourd'hui. Il y aura d'autres actions, notamment en matière de prévention, de protection, qui relèvent d'autres process, tels les guides, exemple les 12 questions aux PME, TPE, que vous trouverez sur le site de l'ANSSI, les actions de formation qui ont été évoquées. Ces thématiques feront l'objet des prochains webinaires Access Security que j'aurai le plaisir et l'honneur d'animer en attendant la journée de conférence dédiée à la cybersécurité, organisée au Palais des Congrès, ici même à Chano, à Marseille, le jeudi 2 décembre 2021, et en attendant l'ouverture du salon euro-méditerranéen de la sécurité globale, Access Security, au Parc Chano, les 9 et 10 mars 2022. Chers webinautes, à vos agendas et à très bientôt. Merci. Merci.